Good Morning Business. Le débat. Voilà, Nicolas Dos face à Jean-Marc Daniel. Et vous vouliez revenir, Nicolas, sur cette crise sanitaire, le Covid, la course au vaccin qui révèle finalement nos faiblesses. Oui, je résumerai ça par 3 mots. D'abord, de la haine, le tabou et la peur. Alors, il y a... Dit-on. Mais non, mais oui, on a... S'il faut tirer des leçons du truc, commençons. Surtout qu'en plus, les leçons, on les connaît, mais là, elles nous pètent à la figure, excusez-moi. On a d'abord cette haine du secteur privé, l'idée que tout va venir de la recherche publique et que finalement la recherche privée ce serait mal. Alors on se concentre sur Sanofi, Pasteur et on imagine que tout va se passer là. Eh ben non, ça s'est pas passé là. Voilà. Après, il y a cette absence de passerelle aussi entre les universités, le public et le privé. Enfin, on a au CNRS, on a au CAE une matière grise absolument extraordinaire qui pourrait donner lieu à des histoires d'entreprise. Ah oui, mais ça n'arrive pas. Ou ça arrive très rarement. Et quelquefois, d'ailleurs, cette matière grise, elle va s'exporter, puisqu'elle trouve pas de débouché sur son territoire. Après, vous avez la haine de l'argent. Refus éternel de créer des outils massifs d'épargne en capital. Pourquoi on n'a pas une barda? Alors ça, c'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent public. Cette barda aux États-Unis, qui, lorsque le moment est venu, va être capable de déverser des milliards de dollars pour vraiment accélérer. Pour soutenir le privé, notamment. Donc on a effectivement cette absence d'épargne en capital. Pourtant, les fonds de pension, c'était une réforme de gauche. Et c'est la gauche, d'ailleurs, qui décide de l'enterrer à la fin des années 90. Donc on en est là. Après, l'incapacité à reconnaître les talents, on en a parlé il y a 2 jours, on le sait. On n'a pas compris l'enjeu de la matière grise dans un pays comme le nôtre. On s'imagine encore que c'est dans la tôle emboutie et on est capable de faire des campagnes de patriotisme économique pour aller sauver une usine d'acier. Mais en fait, l'enjeu, c'est la matière grise. Et donc les talents, il y a un moment, ils vont dans les pays qui ont compris cet enjeu stratégique et ils finissent par s'exporter. Ça, c'était la haine de l'argent, la haine du privé. Après, il y a le tabou de la réforme de l'État. La réforme de l'État, on en a parlé sous tous les gouvernements, toutes les mandatures, avec différentes appellations. Il y a eu la MAP, il y a eu CAP 2022, il y a eu la Revue Générale des Politiques Publiques, des appellations qui n'ont jamais rien donné. Et puis on n'a jamais ouvert le chantier de l'efficacité de la dépense publique, qui pourtant serait normalement une compétence de la Commission des Finances et du Parlement, mais qui n'est pas assumée. Voilà, on voit qu'on a réagi trop tard, une fois de plus, dans un État impotent, et que les Anglais avaient décidé de payer Valneva et les futurs vaccins Valneva au mois de juillet, tandis que nous, on regardait. Et on a été incapable de réagir. Et puis après, la peur de l'innovation. La peur, c'est la peur de l'innovation. Si on recourait davantage aux médicaments génériques, à ce moment-là, vous libérez de l'argent pour faire de la recherche et développement. Et puis, cet ineffable principe de précaution qu'on a inscrit en grande pompe dans la Constitution, et puis qui est devenu un principe d'inaction. Sans parler le côté village gaulois, j'ai raison contre la terre entière, et on vire Chris Vibarer de Sanofi en 2014 parce que justement, il essayait d'acheter des bonnes biotech. Voilà. Je pense que là, on a une petite leçon de choses à faire. Jean-Marc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que cette crise est révélateur de nos faiblesses depuis plusieurs dizaines d'années? Oui, les faiblesses qui ont été identifiées par Nicolas sont patentes. Moi, ce qui me frappe par rapport à ce que vient de dire Nicolas, que je partage à 100%, c'est 2 éléments complémentaires. Le premier élément, c'est la perte de légitimité de la démocratie traditionnelle parlementaire. C'est-à-dire, le Parlement vote les états d'urgence sanitaire avec 1/4 des députés présents dans l'Assemblée. Quand il s'agit de suivre la campagne vaccinale, on nous dit, mais rassurez-vous, on va tirer au sort 35 procureurs, puisque nous sommes des procureurs. 35 procureurs pour vérifier. Ça, c'est pas passé. Pour vérifier ce qui va se passer. Et donc, l'idée qu'il y a un mode de fonctionnement naturel de la démocratie qu'on voit fonctionner dans d'autres pays. En Suède, qui n'a pas fait les mêmes choix, ça a été systématiquement expertisé avec des agences qui étaient extérieures au Parlement et puis le Parlement qui vérifiait ce qui se passait. Au Royaume-Uni, il y a des contestations, il y a des débats assez virulents, mais tout ça se fait dans l'enceinte du Parlement. En France, le Parlement, ça permet au ministre de la Santé de déclarer avec émotion qu'il a vu des malades à l'hôpital. Je pense qu'à l'hôpital, on voit surtout des malades et de dénoncer ceux qui ne sont pas émus par le fait qu'il y ait des malades à l'hôpital. Donc, par rapport, il y a une crise de la démocratie et qui concentre d'ailleurs à la fois la haine et les angoisses sur le président de la République. Il a assez raison, le président de la République, dans son discours sur les procureurs, puisque j'insiste là-dessus, sur le fait que on concentre toutes les critiques sur lui, alors qu'on devrait les concentrer sur ce que constate et ce qu'a mis en évidence Nicolas. La deuxième chose que je mets en évidence et que je constate
considère qu'a été mise en évidence, c'est qu'effectivement, les forces qui étaient traditionnellement des forces de progrès sont devenues des forces de conservation et de conservation de la rente publique. Concrètement, les partis de gauche, les mouvements de gauche, les syndicats, les gens qui se réclamaient d'un avenir meilleur sont en train de constituer une idéologie qui est purement conservatrice, et cette idéologie purement conservatrice s'attache à ne pas remettre en cause les rentes publiques. Le Ségur de la santé n'a pas été l'occasion de se poser la question du fonctionnement de l'hôpital, des conséquences des 35 heures à l'hôpital. Nicolas l'a rappelé, la réforme de l'État est devenue même plus un slogan, c'est même plus une référence. C'est une espèce de souvenir pour doctorants de Sciences Po. Donc, je crois qu'il y a effectivement une incapacité de ce pays à régénérer un discours de progrès. Le président de la République avait dit que lui, il allait incarner les progressistes. Il a été incapable de le faire, et les partis traditionnels qui, toute leur vie, se sont réclamés du progrès sont producteurs maintenant d'une idéologie passéiste. Le problème, c'est que tout le monde le sait, et depuis longtemps. Après, on va regarder l'Allemagne. Regardez les c'est-à-dire. Regardez la situation de l'Allemagne, finalement. Vous dites aujourd'hui, cette crise est révélatrice de notre incapacité à nous réformer. Regardez l'Allemagne qui n'est pas mieux. Pensez surtout au vaccin et au fait que Sanofi avait dû retarder son projet et que Pasteur avait dû retirer le sien, comme point de départ d'observation. Après, quel pays a eu raison? Même le roi de Suède a reconnu que peut-être ils avaient échoué dans leur stratégie. Donc effectivement, on fera le bilan des stratégies sanitaires pures, mais là, on allait un peu au-delà. On fera le bilan plus tard. Merci, messieurs.